Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes. C'est votre rendez-vous quotidien avec ceux qui font l'actu en Loire-Atlantique. Et ce soir, c'est décidé, l'actualité, ce sont les vacances. Car oui, l'été arrive de façon imminente, je vous assure. Ce matin, il n'y a qu'à voir, j'ai même pas mis de manteau pour venir au travail. Donc c'est la preuve que l'été arrive et que les vacances aussi pour les plus chanceux d'entre nous. Et donc nous, ce soir, on a voulu savoir comment les professionnels du tourisme, les professionnels de l'hébergement en Loire-Atlantique envisageaient cette saison estivale qui s'annonce. Si elle s'annonce aussi mauvaise que la météo actuelle, mais on ne leur souhaite pas en tout cas. Et lui aussi, il sera sur le pont tout l'été. On retrouvera Romain, notre chroniqueur bande dessinée, en fin d'émission pour sa dernière chronique de l'année. Et avec lui, on fera bien sûr le plein de bonnes idées pour lire sur la plage cet été, par exemple. Restez avec nous, le 18h de Télé Nantes démarre tout de suite. Que vous soyez mobil-home, toile de tente, hôtel ou gîte, nous sommes tous logés à la même enseigne. Il nous faut trouver un hébergement pour nos vacances d'été. On en parle ce soir avec nos invités. Nous ne serons pas exhaustifs sur toutes les possibilités d'hébergement, mais nous avons le camping à ma droite. Bonsoir. Bonsoir. Avec Thierry Berthaudot, le gérant du camping Le Fief à Saint-Brévin-les-Pins. Et à gauche, les Gîtes de France avec Michel Laure. Bonsoir. Bonsoir Lise. Vous êtes le directeur des Gîtes de France en Loire-Atlantique. Donc d'un côté, nous avons un camping 5 étoiles à Saint-Brévin qui existe depuis 50 ans, plus de 50 ans. Oui, c'est ça. Une affaire de famille, 374 emplacements, un parc aquatique, de nombreuses prestations. À gauche, les Gîtes de France en Loire-Atlantique, c'est 700 hébergements, donc en gîte ou en chambre d'hôte, et 60% sur le littoral. Hein, à peu voilà, près. et qui existe depuis 45 ans, à peu près. Voilà un petit peu pour l'état des lieux. Comment s'annonce cette saison estivale? C'est la question qu'on avait envie de vous poser ce soir. En termes de réservation, en termes de tendance, est-ce que ça sent le bon cru ou pas? Ça sent plutôt le bon cru en Loire-Atlantique, puisque nous enregistrons à date 10% de contrats en plus par rapport à l'an dernier, qui était déjà, lui, un très bon cru l'an dernier. Donc nous sommes à plus 8,5% de volume d'affaires, supérieur même à la moyenne de la Fédération nationale, qui est de 5,5%. Donc c'est plutôt un bon cru pour nous, oui. Donc ça va mieux, comme on dit le refrain au niveau national. C'est le président de la République qui essaye d'asséner ça, que ça va mieux, ça se vérifie en tout cas là. Ça se vérifie, oui, ça se vérifie pour nous. En termes de clientèle française, notre clientèle est à plus de 80% française, donc elle se maintient bien. Et la clientèle étrangère progresse, puisqu'elle passe de 17 à 22% cette année. Donc oui, cela se vérifie, les chiffres sont tangibles. Oui, c'est ça. Oui. Côté camping, en tout cas pour votre camping, comment ça s'annonce ? Au niveau de mon camping, ça s'annonce très bien. On est en avance en termes de réservation, puisqu'on est sur des chiffres de la mi-juillet l'année dernière en termes de prévision. C'est vrai qu'on est sorti d'une saison 2015 extraordinaire avec un très beau temps, donc on est très satisfait de la réservation, que ce soit la réservation étrangère que la réservation française. Vous me disiez même que vous avez carrément déjà des réservations pour 2017. On a commencé les réservations pour 2017, puisqu'on préfère que les gens commencent à réserver de bonne heure pour bénéficier de tarifs intéressants. Donc on les fait réserver dès l'ouverture du camping. Par contre, en revanche, je dirais que certains de mes collègues sont quand même un petit peu inquiets parce qu'ils ont encore... Oui, voilà, c'est quand même pas le cas de tout le monde. Là, on a un tableau un peu idyllique, mais il y a certains collègues quand même qui ont des réservations qui ne sont pas encore, disons que le mois d'août n'est pas encore bien complet pour eux parce que les gens malheureusement attendent la météo pour réserver au dernier moment. Et s'ils jugent la météo actuelle, ça donne pas envie de réserver. Ça donne pas envie de réserver. C'est vrai que je pense que cette semaine, les réservations vont être un petit peu bloquées pour le week-end qui vient. Oui. Et parce que ça, c'est aussi une tendance que vous vérifiez, que ce soit côté gîte ou côté camping, les gens s'y prennent au dernier moment. Ça, c'est un fait nouveau. C'est un fait nouveau, disons que ça fait déjà 3-4 ans que les gens s'y prennent vraiment au dernier moment. Alors c'est vrai qu'ils scrutent la météo et hop, on réserve. Ce week-end, je pense que les gens vont demain se tourner vers le ciel, ils vont voir qu'il fait beau, ils vont scruter la météo, ils vont s'apercevoir que le week-end va être annoncé, je pense, correctement. Donc ça va réserver en dernière minute. Là. Ça c'est pour le week-end, mais même pour des séjours plus longs, on s'y prend... Même pour des séjours plus longs, tout à fait. Même chose, c'est une tendance que vous observez? Oui, depuis quelques années. Et puis chez les gîtes, généralement, il nous reste encore des disponibilités là sur le mois d'août, bien entendu. Oui, on peut rassurer ceux qui nous regardent, qui sont aussi retardataires. Qui sont retardataires, qui peuvent encore trouver chaussures à leurs pieds aujourd'hui. Donc
l'essentiel des réservations pour le mois d'août se fait quand même en dernière minute. Donc, à partir des mois de juin, juillet, quand même, il faut le savoir, bien qu'un certain nombre soit déjà pris en avance. Donc, et il reste encore des disponibilités. Nous avons un taux de remplissage aujourd'hui qui est de 70 à 80%. Il reste encore des disponibilités pour le mois de juillet-août. Alors, autre tendance aussi, c'est que les gens raccourcissent un peu leur séjour. On disait tout à l'heure en plaisantant aussi en loge maquillage, je vous le confie, qu'il est loin le temps où les gens réservaient un mois de vacances, quoi. Aujourd'hui, on s'arrête surtout sur des courtes durées. Oui, il est loin, oui, il a existé. Il a existé, voilà, on parle d'un temps... que les moins de 20 ans ne connaissent pas et ne connaîtront plus très certainement, puisqu'on est plutôt il faut être très flexible aujourd'hui, il faut s'adapter vraiment à la dernière minute, il faut s'adapter à une arrivée, à des arrivées tardives, à des départs en milieu de semaine, en n'importe quel jour de la semaine, pour n'importe quelle durée. Et on voit bien... Il faut être très flexible et on voit bien que la durée de séjour diminue. Et quand on est flexible, plus flexible on est, plus on accepte les courts séjours, les week-ends, etc. Et mieux on va louer, bien évidemment, puisque nous, on constate quand même un delta de 3 semaines entre les gîtes qui ne louent qu'à la semaine ou de manière assez classique, ou des locations semaine, et des locations, je dirais... plus courte. Oui, ouais. Voilà. Oui. Même chose aussi. C'est un travail très important au niveau de l'accueil, parce que c'est vrai qu'il faut combler des petits trous. Mais on a constaté depuis 3-4 ans qu'en faisant des arrivées tous les jours, on arrive à travailler correctement, mais il a fallu s'adapter. C'est vrai qu'avant, c'était... Plus de personnes à l'accueil, du coup. Il faut plus de personnes à l'accueil, parce qu'il faut vraiment travailler le planning tous les jours. Et mais c'était important de le faire. Alors, on disait, donc l'été s'annonce plutôt bien. Pourtant, l'année n'a pas super bien commencé. C'est vrai, il y a aussi eu le facteur climat social qui n'a pas forcément été très bon pour les affaires. Le facteur aussi, on se disait, des vacances qui démarrent assez tardivement cette année, en milieu de semaine de la première semaine de juillet, et l'école qui va reprendre aussi en milieu de semaine. Malgré cela, vous arrivez à avoir des perspectives plutôt bonnes. On a des perspectives plutôt bonnes, mais c'est vrai qu'on a encore perdu une semaine de vacances. On a 8 semaines, l'année dernière on en avait 9. Bon, l'avant-saison n'a pas été... Le mois d'avril a été à peu près bon, mais le mois de mai, certes, il manquait 2 ponts, je vous l'accorde, mais il y a quand même eu tout ce climat social qui a fait que les gens privés d'essence ne venaient pas en week-end. Donc ça a été dire vraiment... qu'ils ont fait des économies pour l'été, éventuellement. Ouais, on peut dire comme ça. Mais je pense qu'ils avaient surtout un problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas bouger avec leur véhicule. Donc l'avant-saison, là, n'a pas été très bonne. L'avant-saison n'a pas été très bonne. Le mois d'avril, je dirais, a été égal à l'année dernière, mais le mois de mai était vraiment très en baisse, pour ne pas dire moitié de l'année dernière. Oui. Pareil, j'imagine, du côté des Gîtes de France. Oui, l'avant-saison, elle a été correcte du fait de... Alors, pour des raisons autres que touristiques, puisque nous accueillons aussi des clientèles de professionnels, donc voilà. Par contre, le mois de mai, effectivement, du fait du manque des ponts, a été très mauvais. C'est vraiment le mois sur lequel nous sommes vraiment en retrait cette année. Compensé ensuite par le mois de juin et les mois à venir. Disons que pour le décalage des vacances d'été ne nous pèse pas trop, puisque en fait nous arrivons à la compenser en partie avec la clientèle étrangère qui est venue un peu plus tôt, qui est venue plutôt mieux, qui n'a pas le même calendrier scolaire. Nous avons par contre du mal encore à drainer des clientèles, notamment allemandes, qui ont notamment 15 jours de vacances fin mai, début juin, pour lesquels nous avons des tarifs attractifs et sur lesquels, sur ces périodes-là, il y a encore un gros travail de promotion à faire. Par exemple. Ouais. Alors, les consommateurs aussi, on l'a vu, changent un petit peu leurs pratiques de vacances sur les durées. Et puis aussi, il y a du changement par rapport à la concurrence. Je pense bien évidemment à des sites comme Airbnb qui ont sans doute aussi volé un peu de clientèle. Pour vous, elle est dure, cette concurrence ? Pardon. Il faut tousser là. Il faut tousser, on tousse, ça fait tousser Airbnb. Ouais. Donc, non, oui et non, je dirais, parce que, en fait, oui, certes, c'est une concurrence à la base, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, Airbnb n'a pas de cahier des charges, quoi qu'il en dise, ou en tous les cas n'a pas un cahier des charges tel que le cahier des charges de qualité de Gîtes de France. Il ne draine pas forcément la même clientèle. Il va drainer une clientèle
beaucoup plus étrangère que celle de Gîtes de France. Et surtout, Airbnb n'offre pas de service de proximité. Alors que la force de Gîtes de France, c'est son service de proximité. C'est la proximité avec l'hébergeur, c'est le suivi de l'hébergeur, c'est le suivi quand il démarre son activité, pendant son activité, s'il a des problèmes, s'il y a des réclamations, s'il a des problèmes pratico-pratiques ou administratifs. Notre antenne est là en soutien et je pense que ça, c'est vraiment le plus. Alors bien évidemment, il faut aussi que nous soyons performants sur le plan commercial. Mais là, nous avons... Être réactif, parce que vous me disiez, en 2012-2013, il y a eu un petit creux aussi, voilà. Cette concurrence vous a fait du mal, mais vous avez rebondi, quoi. Voilà, en utilisant de manière... essayer d'utiliser de la manière la plus intelligente possible Internet et les bons partenariats. Aujourd'hui, nous avons un partenariat avec certaines plus grosses plateformes du web, des plateformes professionnelles, et qui commencent à donner des résultats probants. Donc voilà. Côté camping, Airbnb, bon, on ne joue pas dans la même cour. On ne joue pas dans la même cour. C'est vrai que nous, on a des offres à l'intérieur de nos structures, comme on parlait tout à l'heure, parcs aquatiques, les piscines, les animations. Donc on ne joue pas du tout dans la même cour. Hein. Ce ne sont pas des concurrents à nous, non. Non. Vous offrez nous, une prestation différente. On offre un package complet. Voilà. On offre un package complet avec... c'est vrai que sur nos structures, comme vous dites, on a les petits sont pris en main du matin jusqu'au soir, les petits, les ados. Donc, ce qui permet à toute la famille d'être en vacances. Quand vous êtes dans une location, excusez-moi, mais quand vous êtes dans une location Airbnb... Allez, une pierre dans votre jardin. Non, mais c'est vrai que il faut s'occuper de la famille pour leur trouver des activités. Nous, on s'occupe de tout ça, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on a passé d'autres partenariats aussi. Je rebondis sur ce qu'a dit mon collègue. Donc, des partenariats notamment avec les fédérations, donc avec des fédérations de loisirs, donc la Fédération française de cyclotourisme, les départements Est en Loire-Atlantique et national, là, la Fédération de pêche et aussi au niveau de l'œnotourisme avec Vignerons Indépendants. Donc, pour proposer aussi des loisirs. Proposer aussi des loisirs, de l'activité, faire jouer les synergies à ce niveau-là aussi. Et justement, est-ce que ces nouvelles pratiques aussi ont des impacts sur vos activités? Là, visiblement, oui, mais le fait qu'il y ait de plus en plus de cyclotourisme, surtout dans notre département, ça se développe pas mal, puisqu'il y a à la fois la Loire à vélo et la route, la Vélodyssée qui longe l'océan Atlantique. Ça a des impacts pour vous, ces nouvelles pratiques? On a beaucoup de passages, oui. On a beaucoup de passages. On voit des familles entières séjourner 1 ou 2 nuits dans nos structures. Oui, ça a un impact important. Ça a un impact aussi important, surtout sur nos collègues qui sont le long de la Loire. Oui, c'est ça. Ils ont adapté leurs hébergements pour accueillir cette clientèle. Pour accueillir des vélos. Ouais. Vous aussi? Idem pour nous, parce qu'il y a les grandes voies cyclables et puis il y a les très nombreuses boucles aussi cyclotouristiques dont peuvent bénéficier les séjournants en gîte. Et le long de la Loire, effectivement, il y a eu de la part du Conseil général, de la part de la région, je pense de gros efforts pour mettre en valeur et en lumière, pour valoriser le cyclotourisme ici sur le département. Alors justement, vous parlez de campagne de communication du département. Il y en a eu une qui a été lancée aussi en avril dernier. On va le voir. L'idée, c'est que la Loire-Atlantique aujourd'hui est la 9e destination préférée des Français et il faudrait le monter à la 5e place puisque ça représente un secteur important pour l'économie locale. C'est 3,2 milliards d'euros en chiffre d'affaires et 16 000 emplois. Voilà la nouvelle campagne qui est affichée dans le Grand Ouest et aussi à Paris. C'est des choses qui vont dans le bon sens selon vous pour attirer peut-être plus de gens hors de Loire-Atlantique dans vos structures? Je pense qu'il faudrait taper un petit peu plus fort encore. C'est bien d'aller mettre de l'affichage à Paris, mais je pense que ce serait bien de faire un petit peu de télévision, de mettre les moyens. Et puis comme je pense ce soir déjà, un petit peu. Comme ce soir, oui. Je pense qu'il y a des acteurs du tourisme en Loire-Atlantique, qui seraient prêts à mettre, je pense, la main à la poche de façon à la vendre, cette Loire-Atlantique, parce que elle a des atouts. Elle a des atouts. Ouais. Elle a beaucoup d'atouts, cette Loire-Atlantique, mais il faut arriver à la vendre. Ça a été difficile, il y a eu la campagne Oulala, mais bon, c'est un petit peu, c'est beaucoup retombé, ça. Ouais. Et puis, les gens s'y retrouvent peut-être pas forcément, non, du coup. Non, ils s'y retrouvent pas, non, on s'y est pas retrouvé dans cette campagne. Même les clients. Et puis les clients non plus, oui. Il y aurait quelque chose à faire aussi pour valoriser un peu plus la destination Loire-Atlantique, à vos yeux?
Oui, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire. De toute façon, on peut toujours mieux faire. Et c'est vrai que les professionnels du tourisme ici en Loire-Atlantique sont très conscients de ça et sont prêts à faire des efforts pour mettre en avant le territoire et mettre en avant ses atouts. Nantes, le littoral, la richesse du patrimoine halieutique et naturel de la Loire-Atlantique, l'estuaire. Il y a plein de choses. C'est une destination d'ailleurs. Petit à petit, on le voit, le département est de plus en plus attractif. On doit aussi profiter du fait que, je pense professionnellement aussi, alors là on est dans un autre domaine, mais Nantes attire énormément, est très attirant. Et il faut attirer ceux de Nantes en dehors aussi. Tout à fait. Des pistes à explorer pour la suite. Ouais. En tout cas, si vous n'avez pas encore fait de réservation, vous qui nous regardez, on vous renvoie au site du camping et aussi au site des Gîtes de France pour faire vos réservations. Merci beaucoup messieurs, on vous souhaite un bel été. Et tout de suite, comme promis, on va se déplacer dans la librairie de Romain. Il nous donne ses conseils de lecture pour l'été en matière de bande dessinée. C'est parti. Merci. Pour cette dernière chronique de l'année, on est venu rendre visite à Romain sur son lieu de travail, à la mystérieuse librairie nantaise de rue de la Paix à Nantes. Bonjour Romain. Bonjour. Il a mis son plus beau pull aussi pour la dernière, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Star Wars toujours. Évidemment, Star Wars et de la BD toujours, avec des Nantais pour commencer. Un Nantais, Fabien Vellman, qu'on connaît bien. On l'avait reçu au moment où il collectait ses témoignages un petit peu olé olé. Et voilà le résultat. Et ben voilà, le résultat est enfin arrivé. C'est aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. On a le droit à un joli petit bandeau pour cacher. Ça s'appelle L'herbier sauvage. Il faut l'enlever après. On l'enlève et on peut commencer à le lire. En fait, ce sont donc, comme vous l'avez dit, en fait, il était allé collecter dans plein d'endroits différents, sur Paris, sur Nantes, dans la librairie Les Bien-Aimés, qui se trouve juste de l'autre côté du mur. Deuxième annonce, publicité. Voilà, deuxième annonce, on est sur la journée. Et du coup, en fait, il fait plein de petits... il va rencontrer des gens pour discuter avec eux de sexe. Alors, c'est pas facile de se livrer sur sa vie intime. Et il va... toutes ces petites histoires, en fait, se veulent vraiment diverses et variées. C'est-à-dire, on va avoir des choses très étranges et des gens qui ont des pratiques très particulières à des gens qui ont des pratiques tout à fait classiques. Et tout ça se mélange dans plein de petites rencontres, plein de petits échanges qu'il a notés. Donc voilà, c'est assez surprenant. C'est pas vraiment de la bande dessinée au sens... Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que là, on voyait beaucoup de textes. Oui, alors on n'est pas dans de la case avec des bulles et tout ça. On est dans du texte illustré. Alors, deux raisons pour lesquelles je vous le présente, c'est parce que c'est chez Soleil et Métamorphose, qui est un éditeur de bande dessinée, et parce que le dessin, c'est Chloé Cruchaudet, qui avait fait notamment Mauvais genre chez Delcourt. Qui a été récompensé à Angoulême. Oui, complètement, avec un prix de la meilleure bande dessinée. Voilà, donc du coup, voilà, c'est assez surprenant. Donc, je vous invite à découvrir si vous avez envie de savoir la vie des gens que vous ne connaissez pas. Mais éventuellement, un petit côté voyeur, c'est ça. C'est ça, un petit peu parce qu'il y a des gens de Nantes dedans. Donc voilà, peut-être que vous les croisez dans la rue sans savoir ce qu'ils font. Donc voilà, L'herbier sauvage, Fabien Vellman et Chloé Cruchaudet, à ne pas mettre entre toutes les mains. Eh bien non. Public averti. Voilà, en vaut deux. On passe à un autre registre fantastique avec des ogres-dieux. Oui, même collection, comme quoi on peut faire tout dans une seule collection, puisque c'est Métamorphose toujours chez Soleil. Ça s'appelle Demi-sang. Demi-sang, c'est le nouvel album de la collection Ogre-Dieu. Donc c'est un monde dans lequel il y a un couple d'ogres qui dirige le monde. On est dans une histoire un peu médiévale. Le personnage qu'on va suivre là rêve de devenir chambellan. Peu de chance pour lui, puisqu'il est né demi-sang, donc c'est-à-dire il est né d'un père noble qui aurait pu faire de lui un fils, mais d'une mère qui est courtisane. Donc, qu'à cela ne tienne, il va décider coûte que coûte de gravir les échelons en passant par le bas. Alors, vous allez voir, il y a quand même un point commun, parce qu'il couche pour réussir. Donc, on retrouve quand même un petit peu, voilà. C'est l'été, ça échauffe un petit peu les esprits, les corps. Et du coup, il va regravir l'échelon en partant de tout en bas pour arriver tout en haut, qui est son objectif, puisque pour les hommes dans ce monde, la place la plus haute, c'est la place de chambellan, qui est le grand conseiller de l'ogre. Mais manipulation et revirement de situation vont être à l'ordre du jour, puisque pour prendre cette place, il faut être assez futé et surtout faire attention aux conspirations. C'est un tome unique ? C'est une histoire complète. Ouais. Le précédent qui avait eu le prix des Utopiales s'appelait Petit. Ça se passe dans le même monde, mais ça se lit indépendamment. Donc pas la peine d'avoir lu l'un pour lire l'autre. On doit savoir. On continue avec une BD fantastique. Ça s'appelle Nils et c'est vraiment fantastique. Complètement, voilà. C'est un vrai petit coup de cœur. Nils, c'est un tome 1 qui démarre.
On suit la quête d'un père et son fils qui partent, en fait, ce sont les érudits du village, et ils vont partir en quête d'un terrain fertile. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à faire pousser quoi que ce soit dans leur village, et ils n'arrivent plus non plus à avoir d'enfants. Plus personne n'arrive à avoir d'enfants. Ah oui, c'est fertilité au sens Complète, large. voilà. Donc Ouais. ils vont partir en quête de compréhension, et ils vont tomber sur une petite forêt particulière où les gens ont des pouvoirs, et où apparemment ils ont réussi à cultiver encore une espèce de magie et de végétation. Et ils se font attaquer par des robots. Voilà, ça commence comme ça, c'est le tome 1, c'est vraiment très chouette, Ouais. donc faut découvrir. Ça Drôle de s'appelle mélange Nils. des genres. Mais ça passe bien. Ça fonctionne. Et on finit avec un titre de circonstance en ce moment, avec notre météo pas terrible. Le soleil est très froid. Soleil froid. Soleil froid, c'est un titre d'anticipation, ça pourrait ressembler à une série télé qu'on regarde actuellement. C'est-à-dire qu'on est tout dans l'ambiance. Ça fait référence un petit peu à Hitchcock, c'est-à-dire que les animaux en fait se sont rebellés, un peu comme le film Les Oiseaux où les oiseaux attaquent les gens. Bah là, ils se font attaquer par des oiseaux, mais aussi par tous les animaux. Le règne animal s'est retourné contre l'homme. On ne sait pas bien ce qui s'est passé. On va suivre un homme avec son robot qui est en quête de réponse. Et donc, on va découvrir en même temps que lui ce qui s'est passé. Et on va voir ce qu'il cherche, puisqu'on ne le sait toujours pas au départ. Et ça, Et c'est pareil, c'est le premier d'une... C'est le premier d'une série, ça devrait pas être trop long, mais c'est vraiment sympa si vous aimez les récits d'atmosphère, c'est-à-dire les récits où il y a une ambiance qui se crée et on ne vous donne pas toutes les réponses. D'accord. Bon, soleil froid, ce sera le dernier conseil de l'année. Et c'est Alors ça. prenez-en bonne note. Merci beaucoup Romain pour ces précieux conseils et puis rendez-vous sinon ici à la Mystérieuse Librairie tout le reste de l'année, tout l'été aussi, vous êtes là, bien sûr. Non-stop. Merci Romain. Voilà, et nous revoilà à Téléportation. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. J'en profite pour souhaiter un excellent anniversaire à ma petite sœur Hélène qui a 32 ans aujourd'hui. Bonne soirée sur Télé Nantes, à demain.